Bonsoir à tous. J'ai eu cette petite idée finalement de faire de temps en temps, certes des revues d'actualité, critiques d'actualité, mais où je parle en live avec l'article sous les yeux. Ce sera beaucoup plus sympathique plutôt qu'entendre un podcast audio. Au moins là, il y a directement l'article en question. Donc j'ai pioché 10 articles. Et qui ne concerne pas uniquement le volet français, puisque ce sont 10 actualités authentiques qu'on croirait sorties du Gorafi. Et donc, je me suis dit que finalement, on allait faire un petit voyage autour du monde, pas pour découvrir les plus beaux paysages, ni les civilisations disparues ou les grandes innovations de notre époque. Non, nous allons découvrir quelque chose de beaucoup plus fascinant, c'est la capacité illimitée des institutions, des experts et des administrations à transformer une évidence, un problème banal ou même une décision individuelle en procédure officielle. Donc 10 articles parfaitement authentiques, 10 actualités devant lesquelles la seule réaction finalement raisonnable, c'est de rester silencieux quelques secondes en se demandant « Attends, qu'est-ce qui se passe là ?» De regarder dans le vide et se demander comment on a pu en arriver là. Donc on va commencer immédiatement par une information capitale, puisque nous avons donc ici des chercheurs, déjà rien que le titre est fou déjà, des chercheurs qui découvrent que le cannibalisme est mauvais pour la santé. Merci à eux, je ne le savais pas. J'avais un petit doute, d'ailleurs j'ai même mangé mon voisin hier dans l'après-midi, et donc merci à eux, parce que maintenant je saurais que c'est mauvais pour la santé. Voilà, c'est Reuters qui nous l'apprend, et d'une manière absolument très très sérieuse. Le cannibalisme est mauvais pour la santé, avec le petit scientist find, une trouvaille scientifique. Donc c'est des scientifiques, ça se passe à Varsovie, donc c'est Varsovie. Donc ce sont des scientifiques polonais et tchèques qui ont réussi à trouver ça, qui ont travaillé sur la question et qui sont parvenus à cette conclusion finalement que votre grand-mère, le curé du village ou... Ah non, ça c'est une vidéo, ok, je pensais que c'était la tête du scientifique, mais non, absolument pas. Que ça pourrait. Mais c'est pas le même. Que votre curé, que le voisin, même, probablement votre chat d'ailleurs aurait pu formuler la même chose sans financement universitaire, parce que même les koalas ne font pas ça finalement. Manger ses semblables présente évidemment quelques inconvénients que même donc les koalas n'auraient pas... ils font pas ça en fait, quoi. Voilà. Donc l'étude, elle se contente pas évidemment de dire qu'il est déconseillé de faire revenir son voisin avec des petits oignons sur une plaque à induction. Ça explique également qu'il y a des risques d'infection, des risques pathogènes qui pourraient altérer l'organisme et même l'identité au niveau du physiologique. Donc elle explique qu'il y a des maladies qui circulent particulièrement bien avec des organismes donc possédant une physiologie identique. Et plus les cannibales mangent d'autres cannibales, plus le risque d'infection augmente. Et donc finalement que même la cuisson ne permet pas d'éliminer certains risques. Là on parle de quoi ? De la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ok. L'esprit des gens, des personnes décédées, d'accord. Donc voilà, le risque d'infection augmente évidemment si vous mangez vos semblables, et cette idée de cuisson n'élimine pas certains risques donc de maladies neurologiques qui peuvent être mortelles, évidemment. C'est pas des blagues. Donc d'ailleurs il précise, je sais plus où c'est, je l'ai vu tout à l'heure quand j'ai lu l'article, il précise quand même que il y a une petite précision nutritionnelle quand même, c'est-à-dire que d'un point de vue calorique, un être humain constituera un repas assez moyen, donc pas ouf. Donc on vit quand même dans une époque extraordinaire, quoi. C'est-à-dire qu'il faut publier une étude pour découvrir que dévorer ses congénères peut faciliter la transmission de maladies. Donc j'attends maintenant l'étude qui va démontrer que sauter du 6e étage dégrade très légèrement la qualité de vie, et que dormir sous un train comporte quelques petits risques accrus d'aplatissement. Voilà, j'attends les études scientifiques.
Bon, naturellement, le travail scientifique, il porte en réalité sur l'évolution des tabous et sur la manière dont certaines pratiques autodestructrices disparaissent des sociétés. C'est un petit peu plus sérieux que le titre, mais il fallait tout de même commencer par cette dépêche parce que ça résume finalement parfaitement notre époque. Hein. C'est-à-dire qu'une évidence humaine vieille de plusieurs millénaires, finalement, elle ne devient réelle et réellement vraie qu'après avoir été modélisée par des chercheurs et publiée par Reuters, quoi. Voilà, bon. Ça, on a fait le tour. Tac. Hop. Ça, c'est pas mal également, hein. Ça, j'avais trouvé ça l'autre jour. Je suis tombé un peu dénu. C'est-à-dire que à Hawaï, nourrir un chat errant peut coûter $500 d'amende. En fait, si vous, c'est ça, c'est $500 for feeding unknown cats. Ces gens sont fous. Donc sur cette grande île d'Hawaï, on a désormais une réglementation qui interdit de nourrir les animaux errants, surtout les chats en fait, sur les propriétés du comté. Voilà. Ça vise surtout les chats sauvages. Et pourquoi ? Tout simplement parce que les chats sauvages sont accusés de menacer d'autres espèces indigènes, notamment une oie. Alors je sais plus s'ils en parlent dans cet article-là ou dans un autre, ils en parlent pas dans celui-là je crois, mais il y a une oie en fait qui s'appelle le néné. C'est un peu l'équivalent des vaches en Inde, quoi. C'est-à-dire que c'est un truc ultra sacré. Et donc effectivement le chat, quand il a faim, ça peut lui arriver de bouffer les nénés, voilà, sans mauvais jeu de mots. Et donc ce que je trouve assez fascinant là-dedans, c'est encore une fois ce contre-camp assez évident de tous ceux qui gèrent ce genre de délire législatif, quoi. C'est se tirer une balle dans le pied parce que sous prétexte que les chats mangent des oiseaux, sacrés, je sais pas quoi, parce que oui, quand vous nourrissez finalement les animaux sauvages, les restes peuvent attirer les oiseaux, etc. Donc finalement, il y a un risque de rencontre entre les deux animaux et que le néné, il prenne une branlée par le chat sauvage, quoi. Il est quand même là pour la baston et pour bouffer. Donc il faut empêcher les habitants de nourrir les chats. Mais il y a un problème évidemment de logique, puisque si un chat ne reçoit plus de croquettes, il n'y a pas de pacte de non-agression chez les chats avec les autres oiseaux. C'est-à-dire qu'il va chercher autre chose à manger. Et en général, cette autre chose, il possède généralement des plumes. Donc finalement, on en revient à interdire de nourrir les chats pour éviter que la nourriture attire les oiseaux, mais en arrêtant de nourrir le chat, il va se nourrir des oiseaux. Donc, c'est incroyable. Donc, nous avons les défenseurs de la mesure qui répondent que les points de nourrissage, finalement, attirent les oiseaux, et en attirant les oiseaux, ça les expose ces espèces plus ou moins sacrées aux voitures pour éviter de se faire cartonner finalement par une bagnole qui arrive là, et ça facilite, alors ils appellent ça la transmission de la toxoplasmose, donc c'est une maladie j'imagine. Donc voilà, avec ce sujet écologique, et mettre une amende finalement aux personnes qui posent une gamelle devant le chat affamé. Alors c'est par étapes, hein, c'est-à-dire que la première infraction peut coûter $50, et s'il y a une récidive de la croquette, l'amende peut monter jusqu'à $500. Donc on a un nouveau type de criminalité désormais à Hawaï, c'est le trafic aggravé de croquettes et de pâtés. Donc j'imagine évidemment les opérations de police. On a un véhicule banalisé qui va arriver avec des agents qui sont cachés derrière une benne, et la petite vieille dame qui arrive avec son sac de Whiskas va se faire menotter, aller au poste pour trafic aggravé de pâtés, et les policiers qui vont sortir leurs armes en disant madame, éloignez-vous lentement de la gamelle, les bras partent. Non mais c'est incroyable. Et donc on a même le maire de cet endroit-là qui a laissé entrer la mesure en vigueur, mais qui a déclaré quand même espérer que la police en face quand même une priorité assez faible. Donc on a une loi que le maire laisse adopter, tout en souhaitant finalement que cette loi soit pas vraiment appliquée non plus. C'est l'État finalement dans toute sa splendeur, c'est produire une interdiction et compter sur le bon sens finalement des agents pour
pas trop l'utiliser, quoi. On nage en plein délire. Donc ça c'est fait aussi. Incroyable. Ça c'est pareil, ça c'est waouh. Ça c'est incroyable. Donc attends, ça c'est de la pub, The Guardian, machin, putain, la pub c'est voilà, donc on est encore dans le grand banditisme félin, puisqu'à alors je sais plus où c'est, donc c'est dans le South Yorkshire. À Barnsley, voilà, à côté de Barnsley en Angleterre, il y a une petite dame, donc cette petite dame là, une petite grand-mère quoi, petite grand-mère qui nourrit depuis 20 years, donc depuis 20 ans, une colonie de chats errants, et donc elle a reçu l'ordre du conseil local de cesser absolument de nourrir finalement les félins. Ça lui arrivait de passer d'ailleurs 2 fois par jour à Noël. Elle payait même d'ailleurs de son propre chef pas mal de factures vétérinaires et faisait stériliser les animaux. Et d'ailleurs, leur nombre serait passé d'une trentaine à environ 12. Donc ça veut dire que son action à elle, finalement, comment dirais-je, limite la colonie. Donc quelque part, c'est plutôt bien pour le voisinage et tout ça, quoi. Mais il y a un commerce voisin qui s'est plaint des déjections et donc le conseil a interdit à cette femme de continuer de nourrir les chats. Et si elle persiste, on le voit, now if Boulder continues to feed the cats, she may be issued with a community protection notice, a type of antisocial behavior order, which could result in a fine of up to... Regardez le chiffre, 2500 livres. Oh là là. Donc évidemment que le commerçant voisin, lui, bon, il n'a pas à subir les salissures produites sur son terrain de la part de chats, mais enfin, je sais pas, dans une logique de droit privé, on chercherait la nuance précise avec son responsable, une solution concrète, c'est-à-dire qu'on pourrait, je sais pas moi, déplacer le point de nourrissage, la dame limite pourrait venir elle-même nettoyer, enfin je sais pas moi, ou enfin il y a quelque chose à faire quoi. La dame elle nourrit de son propre chef avec son propre argent des chats, elle soigne et stérilise les animaux depuis 2 décennies, et on a cette putain de collectivité qui arrive 20 ans après, parce que ça fait 20 ans qu'elle fait ça, la petite dame, quoi. Ça fait 20 ans qu'elle fait ça. Et la collectivité arrive 20 ans après, elle reprend pas du tout la mission de la dame et explique qu'elle s'y prend mal, et donc elle peut plus agir finalement, tandis que les chats, eux, ils continuent d'exister, évidemment. Et donc, c'est souvent les mêmes institutions qui nous expliquent qu'il faut développer la solidarité et le bénévolat, mais une solidarité qui doit être absolument homologuée, encadrée, localisée et, si possible, remplir le bon formulaire, quoi. C'est-à-dire que quand vous êtes généreux, c'est bien uniquement si c'est homologué, quoi. Cette petite dame, depuis 20 ans, elle fait ça, mais c'est pas homologué. Donc, on peut être généreux, mais pas sans autorisation, quoi. Voilà, c'est un peu ça que ça nous dit. Vous vous rendez compte, $2500 d'amende pour nourrir des chats, quoi. Regardez-moi la petite dame, elle est toute mignonne là, en plus avec son petit sachet de... Non, mais je trouve ça absolument incroyable, quoi. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe. Alors désormais on va quitter les chats, mais on va rester en Angleterre. Et ça c'est fou, ça aussi. Simpler Recycling, Household Recycling in England. Donc on est sur encore un truc de l'environnement écologie depuis le 31 mars 2026, avec l'idée de collecte. Désormais, pour simplifier la collecte, il y a 4 poubelles. Donc le gouvernement britannique a lancé une réforme baptisée sans ironie Simpler Recycling, le recyclage simplifié. Et donc pour simplifier le recyclage, les foyers doivent maintenant avoir une organisation de plusieurs flux séparés, avec une poubelle pour les déchets alimentaires, une poubelle pour les papiers et le carton, une autre pour les emballages recyclables, et d'autres pour les déchets résiduels, quoi. Auquel on peut évidemment encore ajouter le jardin, parce que des fois il y a 5 poubelles avec tout ce qui entoure le côté du jardin selon les collectivités. Donc,
La simplification, selon eux, ça consiste à multiplier les poubelles. Donc il y a encore il faut reconnaître évidemment un talent assez particulier à la bureaucratie, c'est qu'elle peut prendre n'importe quelle idée et lui donner un nom signifiant exactement le contraire de son résultat, quoi. Pour simplifier le truc biodégradable, mes couilles, 4 poubelles, quoi. Nous allons simplifier en augmentant les doses. Nous allons simplifier en compliquant finalement, quoi. C'est une réforme complexe s'appelle simplification. Une taxe devient contribution. La surveillance, une protection et l'interdiction, l'accompagnement. Et donc on a ce gouvernement qui impose une collecte hebdomadaire des déchets alimentaires. Donc encore une fois, l'objectif c'est d'uniformiser les systèmes locaux, éviter les erreurs de tri, produire de l'énergie et de l'engrais à partir des biodéchets, machin. Bon, techniquement, ça peut être défendable, mais bon, du point de vue de l'habitant, la vie quotidienne, c'est déjà compliqué. Ça se transforme en exercice de logistique industrielle. Le pot de yaourt, il va là, le couvercle va là, l'opercule va là, le carton, il peut aller ailleurs. Le sachet en plastique, par contre, visiblement, ça peut attendre 2027. Et si vous vous trompez, il y a un rapport, évidemment, qui va expliquer que les citoyens manquent encore de pédagogie. Donc, c'est incroyable. C'est triste à dire, mais avant la cuisine, ça servait à préparer le dîner. Maintenant, c'est un centre de tri administré par le ministère donc de l'Environnement. Désormais, on va quitter l'Angleterre pour Amsterdam avec... Attendez bien, pourquoi Amsterdam est devenue la première capitale à interdire la publicité pour des vacances en avion? Tiens donc, pourquoi? Tiens, comme 15 autres communes... Oh putain, cassez les couilles avec vos trucs. Je m'en fous des 500 journalistes qui m'engagent pour me proposer une information de qualité. Donc, comme 15 autres communes néerlandaises, la ville qui vise la neutralité carbone à horizon 2050 bannit également les incitations à changer de voiture et à consommer de la viande. Incroyable. Putain. Ce sont des produits ou services considérés comme fortement émetteurs de gaz à effet de serre. Incroyable. Donc depuis le 1er mai, là, on a Amsterdam qui a interdit dans l'espace public certaines publicités qui sont liées à la viande, et donc dépendantes des énergies fossiles, type voyage en avion et compagnie. Et ça concerne donc les voyages en avion et les voitures à essence, évidemment. Si c'est voitures électriques, à la WAC, on y va franco de port. Donc les produits restent évidemment légaux, ils vont pas interdire la viande ni les voyages en avion, enfin du moins pas encore. Vous pouvez acheter un steak, réserver un avion, avoir une voiture thermique, mais en tout cas une entreprise n'a plus le droit de vous rappeler publiquement que ce que vous possédez existe. Voilà. Donc c'est une étape assez fascinante de la politique écolo, c'est que l'État il se contente même plus de réglementer ce qu'on fait ni ce que vous faites, etc. C'est-à-dire qu'il réglemente même jusqu'à l'image de ce que vous pourriez avoir envie de faire. Donc c'est pas encore l'interdiction du hamburger, c'est seulement l'interdiction de montrer le hamburger. Donc on traite la publicité comme une forme de tentation diabolique à laquelle l'adulte moyen sera incapable de résister, quoi. Okay. Et donc on a ce citoyen d'Amsterdam qui peut traverser la ville devant des publicités institutionnelles qui lui expliquent comment vivre, comment se déplacer et quoi consommer avec le coffee shop et puis toutes les nanas moitié à poil dans le quartier rouge. Par contre, la viande et les avions au niveau des voyages, c'est verboten, d'accord. Donc l'image d'une côte de bœuf, ça risque de compromettre le libre arbitre. Par contre, les nanas qui sont dans les vitrines, il n'y a aucun problème. Là, ça compromet absolument pas le libre arbitre, ni le désir, ni voilà. Bon. Et ce qui est remarquable, c'est que c'est qu'une mairie décide quelles sont les activités économiques qui peuvent se rendre visibles. Donc aujourd'hui, c'est la viande et l'avion. Demain, ce sera les vêtements importés, les logements trop grands, les vacances trop lointaines, et surtout les produits dont le bilan carbone écologique ne correspond pas à la ligne municipale, j'imagine. Donc on supprime pas encore le marché, mais on en est pas loin. C'est-à-dire qu'on commence par effacer des bouts de mur de ce que l'administration désapprouve. Voilà, donc encore une fois un article pas piqué des hannetons. Alors, autre délire maintenant, après avoir parcouru les champignons donc de la prostitution. La
d'Amsterdam, dans le quartier rouge, direction le pays des champignons sur les pizzas, puisque direction l'Italie, là où Florence protège son art de vivre en interdisant de manger dehors. Et oui, Florence, connue dans le monde entier pour son patrimoine, les petites rues, les cafés, les restaurants, et comment dirais-je, cette manière qu'ils ont profondément d'être italiens dans la manière d'occuper l'espace public, ou du moins dit l'espace public. On a la municipalité qui a choisi de préserver cette identité en interdisant les terrasses dans une 60aine de rues du centre historique et en renforçant les règles dans plus de 70 autres. Donc, c'est-à-dire que vous venez à Florence pour manger italien en contemplant Florence. Désormais, pour protéger Florence, il faudra parfois manger à l'intérieur, finalement, sans contempler Florence. Voilà, donc bravo. Donc, toujours les mêmes raisons, hein, pas de changement, hein, rien de nouveau sous les tropiques. C'est l'étroitesse, je sais pas si c'est dit étroitesse, enfin bref, des rues qui sont étroites, la circulation des piétons, les habitants qui se sont plaints des nuisances liées aux terrasses, le paysage architectural, voilà. Donc comme toujours, l'instrument administratif, il ne sait absolument pas manier le scalpel et donc il sort la hache réglementaire. Puisque des rues entières, des catégories de mobilier, il faut des règles liées aux différentes dimensions, avec des interdictions générales, des amendes, tout ça, quoi. Donc, dans les 20 premiers jours d'application, il y a une trentaine de sanctions qui ont été prononcées, hein, d'ores et déjà, oui, ça traîne pas, hein, on y va, hein, dès qu'il faut prendre du pognon, ça traîne pas. Donc on a le restaurateur qui paye son local, qui paye les salariés, les fournisseurs, les taxes, la licence, et ensuite il apprend que la mairie possède une opinion très détaillée sur la chaise située devant sa porte, quoi. Donc en gros, le patrimoine, lui, il est protégé, en tout cas le commerce, lui, il est encadré, et le client, maintenant, à Florence, il pourra méditer autant qu'il veut à l'intérieur sur la beauté inaccessible de la rue située derrière la vitre et des monuments qui y sont. Voilà, bravo, encore une fois, Florence, donc pour tous ces délires. Bon, maintenant on va quitter l'Italie pour un pays beaucoup plus au sud, et on va quand même revenir sur ce thème des animaux, hein, sur les chats mais aussi les chiens, puisque nous avons une communauté écologique australienne qui interdit les chiens et les chats. Ça se passe dans un éco-village australien de... Alors je sais pas comment ça se dit, mais j'imagine Currumbin. Et animaux donc qui sont interdits afin de protéger la faune locale, voilà, bon. Donc on a ce type là, c'est un retraité, quoi, qui fait partie de ces nombreux habitants à avoir intégré l'éco-village, et il fait partie de ces habitants qui expliquent que voilà, bon, mon chien me manque, mais c'est le prix à payer pour vivre dans ce sanctuaire écolo, blablabla. Bon, encore une fois, il est important d'apporter quelques précisions parce qu'on est ici dans une communauté résidentielle avec des règles connues et choisies par ceux qui souhaitent y habiter. Voilà, donc ils sont pas contraints, voilà, donc. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de le relier par rapport aux autres articles qu'on a vus précédemment, c'est-à-dire que quand une communauté privée dit ici on veut pas de chien, machin, je sais pas quoi, bon, ça relève du contrat. En revanche, lorsqu'on a une municipalité qui applique le même principe à toute une zone, ça devient une restriction imposée aux propriétaires. Donc on a un village où la nature, finalement, elle est tellement si bien protégée que l'animal le plus présent dans les foyers humains en est exclu. Voilà, donc c'est encore une fois cette idée de solidarité, de biodiversité qui est accueillie à bras ouverts, à condition que cette biodiversité ne prenne pas le nom de Médor ou Félix, ou voilà. Et je trouve que c'est encore une fois paradoxal, et c'est un paradoxe assez récurrent que je vois de cette forme d'écologie administrative, c'est que l'être humain, il doit vivre au milieu de la nature, mais sans trop y entrer, sans y circuler, sans posséder certains animaux, sans toucher les autres, et en respectant une liste de prescriptions qui sont suffisamment longues pour qu'une promenade ressemble finalement
Ouais, un examen de droit environnemental. Voilà. Donc il a l'air content, là, le petit vieux. Bon, voilà, bref. Donc, village écolo en Australie. Bon, direction maintenant l'autre penchant anglo-saxon, c'est les États-Unis avec ce cher Bernie Sanders. Qui, avec Alexandria Ocasio-Cortez, ont présenté une proposition visant à suspendre la construction de nouveaux centres de données liés à l'intelligence artificielle. Et oui, c'est dangereux, c'est verboten, l'intelligence artificielle. Donc, ils ont suspendu la construction de nouveaux centres jusqu'à l'adoption, évidemment, de garanties nationales en ce qui concerne l'énergie, l'eau, l'environnement, les travailleurs et les consommateurs. Voilà. Donc en gros, quand on a une technologie qui se développe beaucoup trop rapidement pour ces mous du bulbe, on a le Congrès qui envisage de l'arrêter jusqu'à ce que ce même Congrès comprenne comment le réglementer. Donc pour faire simple, si cette méthode avait existé au 19e siècle, sachez qu'on attendrait encore probablement l'autorisation fédérale d'utiliser l'ampoule électrique, hein, ou tout autre truc, genre le frigo ou l'appareil photo, voilà. Donc on a ces centres de données qui consomment énormément d'électricité et d'eau, et selon eux, ça affecte les prix locaux, les infrastructures, les habitants, voilà. Bon, toujours le même blabla habituel, quoi. Et donc finalement, on a comme d'habitude l'État qui subventionne l'industrie, qui limite la production énergétique, qui bloque certains projets, jusqu'à garantir même certains prix avec l'idée de plafonnement, je sais pas quoi, là, bouclier économique, machin là. Et finalement, ils découvrent que ah bah non, ça consomme beaucoup hein, cette merde. Ouais. Donc il arrive après en pompier pour éteindre l'incendie finalement auquel il a fourni l'essence, les allumettes et le permis de construire. Encore une fois, rien de nouveau sous les Tropicales. Autre sujet désormais, ma foi, assez drôle, nous avons l'administration, parce que là c'est l'administration avec un grand L apostrophe et un grand ta, ou devrais-je dire un gros ta, qui explique aux télévisions comment il va falloir désormais filmer les femmes athlètes pour la télévision. Donc c'est l'Union Européenne, hein. C'est waouh, c'est l'élite de l'élite là, hein, qui publie un guide, comme si on n'avait pas assez de guides. On a eu le guide pour la natalité, je sais pas quoi, aux gens de 29 ans pour leur dire baiser, faites des gosses pour relancer la natalité. On a eu le guide, qu'est-ce qu'on est comme guide? Oui, le guide de trucs de survie, je sais pas quoi, en période d'état, comment ils appellent ça? État d'urgence, je sais pas quoi, là. On a eu le guide de biodiversité, de tri des déchets, machin. On a eu récemment le site chaleur.com, parce que c'est chaleur.com, pas .com, hein, qui nous expliquait comment faire pour ne pas avoir trop chaud et comment gérer la canicule, je sais pas quoi, en ouvrant les fenêtres avec des petits dessins pour nous expliquer qu'il faut ouvrir les fenêtres le matin ou le soir, mais pas en journée et machin. Désormais, il y a un guide qui est destiné aux réalisateurs et aux opérateurs de caméra afin d'éviter la sexualisation des athlètes féminines. Donc dans ce document, on a des petits dessins, plein de choses, avec un document qui demande d'éviter les gros plans persistants sur certaines parties du corps, avec les fameux angles filmés depuis le bas ou l'arrière, ainsi que les ralentis sans intérêt sportif qui pourraient transformer une compétition en catalogue anatomique. Donc ça vient à la base de plaintes de nanas, de sportives, parce que bon, elles voyaient des images sorties de leur contexte, diffusées sur internet avec des commentaires dégradants. Bon. Et on a des athlètes qui expliquent aussi que les caméras intrusives augmentent leur malaise pendant les compétitions. Bah, dans ce cas-là, je sais pas, mettez un short ou un pantalon. Mais le détail qui est assez irrésistible, c'est que ce guide fait quand même 23 pages. Et ce sont des membres de l'administration européenne qui apprennent désormais à des professionnels de l'image à différencier un plan sportif d'un gros plan
sur une paire de loches ou sur un derche, quoi. Et donc, on a le droit à des schémas, des exemples, des recommandations, avec des dessins, avec un plan ultra subjectif, avec une petite croix rouge pour dire ça, c'est Verboten, et un autre plan un peu moins subjectif, avec une distance, vue du dessus, je sais pas quoi, là, par des drones, machin, avec un petit tic vert pour dire ça c'est bien, ça tu peux, voilà. Donc en fait, on a pas mal d'exemples et surtout des recommandations institutionnelles qui expliquent à quel niveau poser la caméra devant une sauteuse en longueur. Voilà. Donc on a une Europe, une Union européenne qui maîtrise absolument pas du tout ses frontières, ni l'approvisionnement énergétique, ni le budget. Par contre, elle travaille avec une précision chirurgicale et assez remarquable sur l'angle moralement acceptable d'un ralenti à la télé dans le sport. Et le plus amusant, c'est surtout que la recommandation propose des solutions innovantes, donc des plans aériens, des graphiques pédagogiques, des mises en valeur de la technique. Donc très bientôt, je pense que quand on aura une athlète qui franchira une haie, on verra plus l'athlète franchir une haie, mais un écran qui affichera un petit diagramme vectoriel. Au moins là, on est sûr que personne ne remarque qu'elle possède aussi un corps. Donc là encore, on est loin d'une loi pénale, c'est un symptôme parfait de notre époque, c'est-à-dire qu'aucun geste professionnel, aucun cadrage, aucune image ne doivent échapper à la production de cette grande doctrine institutionnelle. Depuis des années et des années, le féminisme nous explique qu'il ne faut pas sexualiser le corps des femmes, etc. Machin. Très bien. Mais le fait de vouloir utiliser une technique différente pour ne pas être sexualisé fait d'elles finalement des êtres sexualisés, parce que sinon il n'y aurait pas besoin d'interdiction. Voilà. Donc ça c'est fait. Et puis autre chose également, c'est que ces femmes sportives en général se plaignent du manque d'audience qui n'est pas équitable et égalitaire par rapport aux hommes, que le sport féminin a moins de budget, est moins regardé, blablabla, blablabla. Quand on part du principe psychologique que l'homme est un animal social dans le regard de la femme et que la femme dans le regard de l'homme est un animal physique, ne venez pas vous plaindre derrière non plus que des mecs ne regardent plus le sport féminin. Et je pense que le résultat de ça va être le ouin-ouin pleurnichage, puisque on ne veut pas être sexualisé, mais en même temps, nous voulons de grandes audiences. On sait pertinemment qu'en général, il y a de fortes audiences quand il y a ce genre de sport féminin. On sait pertinemment que la moitié des gens qui regardent, c'est des mecs qui regardent pour non pas le sport, mais regarder la nana, un peu comme les Miss France, quoi. Voilà, faut se dire la vérité au bout d'un moment et arrêter de se mentir. Donc va y avoir un gros down finalement dans les audiences, je pense, et même dans le budget, parce que qui dit manque d'audience dit manque de partenaires, de sponsors et donc de budget de ces athlètes qui viendront ouin derrière en disant ouais c'est pas juste, ouais bon d'accord, bon voilà, mais bon la vie c'est la vie. On est foutu comme ça, et voilà, quoi. Donc, ne venez pas pleurer derrière que le marché ne suit pas, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, on peut pas vouloir le beurre, l'argent du beurre, et le cul de la crémière. Et maintenant, dernier sujet concerne Big Pharma américain, puisque nous avons, comment il s'appelle, le petit-fils Kennedy, là, qui est dans l'administration Trump, chargé de contrer Big Pharma, je sais pas quoi, là. Et donc, dans cet article de Reuters, nous avons des responsables sanitaires américains qui ont étudié la possibilité d'interdire certains médicaments appartenant à une catégorie d'antidépresseurs très largement prescrites, avec des discussions qui intervenaient au même moment que le secrétaire à la santé préparait un plan destiné à réduire leur utilisation. Bon là, Reuters décolle, là... Bon, ça marche pas, ok. Bon, chelou. Bon, tant pis. En gros, l'article nous dit qu'il s'agit plus seulement d'exiger une meilleure information sur les effets secondaires, d'encourager à la prudence. L'hypothèse étudiée est encore une fois la plus radicale et la plus simple et la plus facile, c'est l'interdiction, voilà, comme d'habitude. Et donc finalement, il y a des millions de personnes qui utilisent ces médicaments, c'est-à-dire que certains, peut-être, il y a un bénéfice réel pour eux, d'autres subissent peut-être le contraire, peut-être des effets indésirables ou ont des difficultés à les arrêter.
Mais la question médicale est tellement complexe qu'elle mérite une discussion sérieuse finalement entre le patient et son médecin et les chercheurs et le fabricant. Et c'est précisément parce qu'elle est complexe qu'on ne peut pas le laisser, laisser les réponses à, je sais même pas comment c'est quoi, c'est les autorités quoi, le congrès ou je sais pas quoi. Et donc, voilà, c'est encore une fois l'État qui dispose de l'instrument simpliste de traiter les sujets complexes au travers de l'interdiction. Voilà, au moins comme ça c'est fait. Alors que finalement, on l'a vu à la période Covid, le même appareil qui a autorisé les médicaments, fixé les procédures, contrôlé les commercialisations en nous disant « Regardez, ayez confiance en Big Pharma, je sais pas quoi », il peut soudainement annoncer qu'il envisage de les retirer, quoi. Donc on est traité encore une fois comme des passagers dont la vie médicale dépend du changement administratif, quoi. Donc hier, c'était faites confiance aux autorités sanitaires, et aujourd'hui, c'est les autorités sanitaires d'aujourd'hui pensent maintenant que ce que d'autres autorités sanitaires vous ont prescrit avant doivent disparaître. En gros, c'est ça. Donc on est encore, je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire, je crois. C'est encore une fois cette vieille illusion selon laquelle le ministre connaît mieux chaque patient que le patient lui-même et son médecin. Donc pour conclure, je trouve que ces 10 articles représentent assez bien notre époque. On a des scientifiques qui nous préviennent que manger nos voisins peut transmettre des maladies, qu'une grand-mère risque une amende pour avoir donné des croquettes en Angleterre, que l'Angleterre, encore une fois, simplifie le recyclage en multipliant le tri et les poubelles. Amsterdam qui protège le climat en cachant les avions et les steaks dans les publicités. Florence qui, pour protéger les terrasses, supprime tout simplement les terrasses, comme ça c'est fait. Et puis les institutions européennes qui produisent un manuel, un petit guide pour déterminer à quelle hauteur on peut ou non filmer une coureuse du 100 mètres haie. Donc toujours pareil, santé, biodiversité, climat, patrimoine, sécurité, voilà, il y a toujours des bonnes raisons pour foutre la merde, et tous les pouvoirs finalement se présentent avec une bonne raison. C'est même ce problème, c'est un problème, et même un réflexe devenu universel, c'est que dès qu'il y a une difficulté qui apparaît, quelqu'un doit absolument écrire une règle. Et quand un comportement déplaît, hop, interdiction. Et quand un adulte peut faire un mauvais choix, on a tout un panel d'administration qui doit choisir à sa place. Donc on n'est plus dans aller chercher les voleurs, les agresseurs, les assassins. C'est l'État surveille le tri des déchets, surveille les croquettes que vous déposez, choisit les publicités que vous pouvez voir ou non, positionne lui-même les caméras et réfléchit à ce que votre médecin peut prescrire ou non, quoi. Et pendant que cette immense machine s'occupe des terrasses florentines, des angles de caméra et du régime alimentaire des cannibales avec l'instauration probable, j'imagine, je sais pas, d'un Nutri-Score, d'un label rouge, d'un, comment ils appellent ça, AOC, AOP, je sais pas quoi, là, j'allais dire, elle continue à échouer dans les missions que les gens qui votent pour cette merde attendent. Mais en même temps, doit-on attendre de cette institution qu'elle gère les missions qu'elle est censée adopter? Non, parce que déjà, on sait pertinemment qu'elle est incapable de le faire. Donc en fait, elle fait chier le monde, quoi. Donc voilà, donc rassurez-vous. Parce que même si tout le reste s'effondre, que c'est une catastrophe, vous saurez au moins dans quelle poubelle jeter votre emballage avant d'aller manger votre voisin, avec modération évidemment.